qu'on apprend un peu à se connaître, je vais vous parler de mes goûts personnels. Mon genre préféré par-dessus tous les autres, c'est la science-fiction. J'aime le cinéma de genre de manière générale, mais la SF est celui qui me passionne le plus. C'est un genre qui apporte une problématique que j'apprécie tout particulièrement, et que l'on pourrait calquer sur presque tous les films de SF. Tout est possible, tout est réalisable, parce que ici, la science le permet, mais encore faut-il être capable d'en payer le prix et de subir les conséquences. Alors on pourrait bien sûr retrouver cette problématique dans le fantastique, mais celui-ci se base sur de la magie, un concept qui malheureusement s'éloigne plus de nous que la science. Disons que la science-fiction nous permet d'envisager un monde qui pourrait relativement devenir réalité. Et l'évolution des technologies, au fur et à mesure du temps, font et n'ont fait que valider cette possibilité. De cela naît alors une sorte de fascination doublée de peur, car la science-fiction permet de montrer les limites et les dangers de l'évolution des technologies. C'est cette même fascination que j'entretiens personnellement depuis tout petit, car les premiers films que j'ai vus étaient des films de SF. C'est un genre qui est plutôt large, donc il est difficile de le scinder en plusieurs catégories. Par principe, on peut considérer un film comme étant de la SF, à partir du moment où l'on y trouve une technologie encore inexistante dans notre réalité, au cœur de l'intrigue. Mais on peut quand même envisager deux types de SF. La hard SF et la soft SF. La hard SF est un type qui se base sur des technologies qui sont vraisemblables, et que les sciences dites dures peuvent vérifier. On entend par sciences dures les mathématiques, la physique et la biologie. On y trouve des œuvres comme Bienvenue à Gattaca, THX 1138, ou encore 2001 l'Odyssée de l'espace. En opposition, la soft SF, elle, va se dédouaner des sciences dures pour pouvoir explorer un peu plus d'environnement imaginaire, parfois à travers quelques prismes sociaux. On y trouve des œuvres comme Star Wars, Stargate, Star Trek, tout ce qui est Star dedans sauf Star 80, mais aussi Terminator, Doctor Who, Dune, etc. Personnellement, je ne suis pas un adepte de la distinction basée sur la vraisemblabilité scientifique ou non. Ce serait fermer la porte à la part d'extraordinaire que l'on pourrait retrouver dans les deux catégories. Je pense que l'on peut plus aisément faire cette distinction en littérature, où l'on a plus le temps de développer l'aspect scientifique, qu'au cinéma où on a moins de temps et où il faut raconter tout cela à travers des images visuelles marquantes. Dans ce cas, j'aurais tendance à différencier les deux en partant du principe que la hard SF se base sur la technologie qui est au cœur de l'intrigue, là où la soft SF, elle, va se focaliser sur les personnages et comment ils apprennent à vivre avec cette technologie. En même temps, la frontière entre les deux catégories est extrêmement mince, et ni les auteurs ni les scientifiques n'arrivent à y trouver un point d'accord. En France, qu'on le veuille ou non, la SF fait partie de notre patrimoine culturel. Elle y a vu naître un des pères fondateurs de sa littérature, mais aussi de son cinéma. D'ailleurs, pour revenir quelques instants sur les deux types de SF, on a un exemple marquant avec Jules Verne et Georges Méliès. Jules Verne, c'est de la hard SF. Il interrompt souvent sa narration, parfois sur plusieurs pages, pour développer des théories scientifiques. Quand Georges Méliès adapte De la Terre à la Lune, il se dédouane de cela pour ne garder que le fond et l'aspect spectaculaire de l'œuvre. Il en fait de la soft SF. En même temps, s'il avait mis des données scientifiques alors que le film est muet, on se serait vite fait ennuyer. Mais revenons à la SF en France. On la retrouve dans les années 20 avec des films comme Paris qui dort de René Clair, où un savant fou a inventé une machine qui endort toute la ville, ou encore La fin du monde d'Abel Gance, où un astronome décide de convaincre les dirigeants du monde de proclamer une république universelle car il a observé une comète dont la trajectoire finirait par percuter notre planète. Après cela, c'est le vide intersidéral jusque dans les années 60, où à l'initiative de la nouvelle vague, on retrouve des films de science-fiction. Parmi eux, Alphaville de Jean-Luc Godard, où un agent secret est envoyé sur une planète lointaine pour mettre fin aux agissements d'une machine qui abolit les sentiments humains. Fahrenheit 451 de François Truffaut, adapté d'un roman de Ray Bradbury, où l'on vit dans une société qui brûle des livres. Ou encore Je t'aime d'Alain Resnais, où le bug d'une machine censée faire revivre une minute du passé d'un homme l'emmène dans une spirale temporelle incontrôlable. Mais on peut aussi retrouver La Jetée de Chris Marker, qui inspirera un certain Terry Gilliam pour sa célèbre Armée des 12 singes. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai plus en détail sur ces films dans une prochaine vidéo consacrée au cinéma de genre dans la nouvelle vague. Après cela, plus beaucoup de cinéastes français ne s'intéressent à la science-fiction, et il faut attendre le début des années 90 pour y retrouver une certaine fulgurance. Si cette fulgurance a permis à quelques réalisateurs de se faire un nom et de s'exporter aux États-Unis, parmi eux figurait un film qui lui est passé plus inaperçu. Sorti en 1994, il s'intitule La Machine, et il est porté par un duo d'acteurs plutôt bankable, Gérard Depardieu et Didier Bourdon. Oui, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien dit Didier Bourdon, jouant un tueur en série, dans un film de SF, avec une moustache. Camoulox. Bravo Lilian. C'est l'histoire du docteur Marc Lacroix,
un psychiatre spécialisé dans l'étude des comportements criminels. Depuis quelques années, il fabrique en secret dans la cave de sa maison une machine qui serait capable de relier deux consciences, afin de permettre à un esprit torturé de se mêler à celle d'un esprit sain. Un jour, il rencontre Michel Zito, un dangereux psychopathe ayant commis plusieurs féminicides. Il voit en lui le parfait cobaye pour son invention. Un jour, il l'extrait de l'hôpital afin de l'installer sur la machine. Mais elle ne fonctionne pas comme prévu et transfère l'esprit de l'un dans le corps de l'autre. Et vice-versa. De plus, trop confiant, le docteur Lacroix ne s'était pas attaché. Zito prend goût à son nouveau corps et décide de récupérer la vie du docteur, tandis que ce dernier, prisonnier du corps du psychopathe, retourne à l'hôpital. À partir de maintenant, je vais spoiler la majeure partie de l'intrigue du film, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous souhaite bon courage pour le trouver, car victime de son non-succès, le film n'a même pas eu de portage en DVD en France. Le thème principal du film, c'est la dualité, thème classique, le bien contre le mal. Dualité que l'auteur place sous un autre thème, la quête d'identité. Référence somme toute évidente au roman de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, racontant l'opposition entre un scientifique de la haute société et de son double qu'il a lui-même créé. D'ailleurs, le film ne cache pas ses références au roman gothique à coups d'imagerie bien pulp, où l'on aperçoit le savant fou réaliser des tests sur son invention, Un soir d'orage. La Machine, c'est un film de soft SF. À partir du moment où les personnages ont eu affaire à la machine, on suit leur évolution et comment ils vont se battre pour obtenir ce qu'ils souhaitent. La partie science-fiction disparaît pour laisser place à un thriller psychologique. Bon, je sais que j'ai eu tendance à mettre l'emphase sur la capacité du cinéma français à ne pas assumer pleinement un genre, mais ici c'est différent. Disons que la science-fiction, c'est l'installation du film, le médium à travers lequel l'intrigue va avancer, d'où le titre La Machine. Mais une fois que l'intrigue est lancée, c'est le thriller psychologique qui va prendre le pas sur l'histoire, en ne cessant pas de rappeler d'où vient tout cela. Ce qui confère à La Machine une sorte d'hybridité dans le genre. Et surtout, le film ne tend jamais vers la comédie. Au contraire, il se prend au sérieux tout du long. Et pour cela, on peut saluer la démarche, d'autant que la tâche était loin d'être aisée, surtout quant à Didier Bourdon en personnage principal. La scène d'introduction nous plonge même dans une ambiance digne des slashers à l'américaine. On y retrouve tous les codes, on suit une jeune femme dans son quotidien en pleine nuit, ici une mère de famille et son fils. La mère se prépare pour se coucher et de son côté, le fils, qui incarne la menace inconnue, prépare son arme. Bah oui, a priori, une mère est pas censée se douter que son fils veuille l'assassiner. De manière générale, la scène s'achève sur un meurtre, et sur un plan subjectif montrant l'arme et les derniers hurlements de la victime. Mais ici, on nous laissera sur une poignée de porte, et un fondu au noir. Ce qui est dommage, c'est que la scène aurait pu continuer un peu, histoire d'assumer l'aspect horrifique. Nous laisser sur un mystère, c'est nous donner la possibilité d'envisager que la mère va s'en sortir à la fin du film. Or, ce n'est pas le cas, puisque quand on revient sur cette scène à la fin du film, eh bien le fils va au bout de son plan. Ne pas nous avoir montré le meurtre dès l'introduction n'a pas servi à grand chose scénaristiquement. À ce stade, ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir comment c'est arrivé. Oui, parce qu'on démarre forcément le film en ayant une idée du pitch. On sait qu'il y a un scientifique et un psychopathe et qu'ils vont échanger leur corps. Or ici, on nous montre que le tueur, c'est le fils du scientifique. Donc c'est cette donnée-là qui nous intéresse nous. Comment on en est arrivé là ? Le film est encadré par une narration en voix off du docteur Lacroix. Tout au long de sa narration, le docteur fait usage d'un champ lexical qui va suggérer le fait que son identité et celle du tueur vont se mêler. J'ai senti qu'il prenait possession de moi. Il me transperçait. Oh, j'avais besoin de sa présence, de l'écouter, de me perdre en lui. C'est ce qu'on appelle le sous-texte, rien n'est explicitement dit, mais de manière sous-jacente, on sait à quoi ça fait référence. On a vraiment cette notion d'encadrement, car le premier dialogue fait écho au dernier. Le personnage démarre en disant « Je sais qui je suis. » et il termine en disant « Je ne sais plus qui je suis. » C'est un effet miroir que l'on peut retrouver dans d'autres œuvres cinématographiques, où la première et la dernière image du film se répondent, souvent en opposition, afin de montrer l'évolution du protagoniste. D'ailleurs, le tout premier plan du film, c'est un miroir à travers duquel la caméra entre une fois que les titres sont passés. D'une part, c'est une manière métaphysique de nous montrer que le film va se dérouler dans une réalité fantasmée, mais c'est aussi une image forte dans le thème du double et de la quête d'identité. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Narcisse tombe amoureux de son reflet parce qu'en le voyant, il ne prend pas immédiatement conscience qu'il s'agit de lui. Donc il se crée un double à travers le miroir. D'où le fait que d'utiliser l'image du miroir dans un film qui va traiter du double et de la perte d'identité, c'est plutôt judicieux.
Le thème du double est partout, entre les deux protagonistes, mais aussi dans le quotidien du docteur Lacroix qui mène une double vie entre sa femme et sa maîtresse. Cela rappelle encore une fois le Dr Jekyll dont l'intention de base était de se dédoubler afin de pouvoir sortir des conventions de son statut social. De son côté, Michel Zito a peur de la mort et de disparaître sans avoir laissé de traces. Selon Freud, le double est une assurance contre la destruction du moi, un énergique démenti à la puissance de la mort, ce qui justifie les raisons qui motivent Zito de voler la vie du docteur une fois qu'il a pris possession de son corps. Comme sa folie est le fruit du refoulement de ses pulsions, être un autre lui permet de s'en libérer. Il se sent tout puissant. Mais ce que Freud dit aussi, c'est que dans son évolution psychique, le double passe d'une assurance de survie à une forme annonciatrice de la mort. Ironie qui s'applique autant à la machine qu'à l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. À vouloir échapper à la mort, on ne fait que jouer avec elle, avec un fort risque d'échec. Cette crainte de la mort est une aubaine pour le Dr Lacroix, qui tente de faire croire au psychopathe que son nouveau corps était en fait malade et condamné lui aussi à mourir. Zito décide alors d'utiliser à nouveau la machine pour échanger de corps avec celui du jeune fils du docteur. Alors oui, je disais qu'il n'y avait pas de comédie dans ce film, mais il faut avouer que Gérard Depardieu imitant un enfant, c'est quelque chose. Léonard ? Léonard, c'est toi ? Tu as mal ? Non, ferme les yeux, ne m'en garde pas. Non, ferme les yeux, ne m'en garde pas. Écoute. C'est à ce moment qu'on revient à la scène d'introduction, qui se conclut par la mort de la mère. Lacroix retrouve son fils dans son propre corps et intervient trop tard. Mini Zito a un pistolet et il n'hésitera pas à s'en servir. Sauf que la mère, qui n'était pas encore tout à fait morte, intervient, ce qui provoque le cri de son fils dans le corps de son mari et la déconcentration de Mini Zito dans le corps de son fils. Le docteur Lacroix dans le corps de Zito en profite pour se jeter sur lui et le mettre hors d'état de nuire. Tout le monde retrouve son corps grâce à la machine. Le docteur tue Zito, détruit la machine et finit dans un hôpital psychiatrique où il fait part de son expérience. C'est nul! En 1997, 3 ans après la sortie de la machine, Le Monde découvre un film américain qui reprend le thème de la dualité dans Volte-Face. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, il raconte les aventures de Sean Archer, un agent du FBI incarné par John Travolta, en quête de vengeance suite à la mort de son fils, assassiné par Castor Troy, un terroriste psychopathe incarné par Nicolas Cage. Suite à un affrontement épique, Troy est mis hors d'état de nuire. Quelque temps plus tard, Archer découvre un indice caché par le tueur, révélant l'existence d'une bombe cachée quelque part en ville. Troy est dans le coma et seul son frère Pollux, incarcéré dans une prison à sécurité maximale, connaît l'emplacement de la bombe. Après quelques hésitations, Sean accepte de participer à un programme scientifique du bureau impliquant de récupérer le visage et l'apparence de Troy afin d'infiltrer la prison et faire parler Pollux. Et alors qu'il arrive à obtenir l'information, Castor Troy se réveille dans le labo du FBI, assassine tous les agents et scientifiques liés au programme et récupère le visage de Sean Archer. À partir de là, l'agent est coincé en prison, tandis que le terroriste récupère sa vie et se prépare de nouveau à nuire. Bon, vous l'aurez compris, Volte-Face et la machine partagent énormément de points en commun. Si ce n'est le thème de la dualité et de l'identité, on y retrouve l'intrigue de l'échange de corps, mais aussi la responsabilité familiale, le héros qui sacrifie sa famille afin d'arriver au bout de sa quête. Mais est-ce que Volte-Face est un remake de la machine ? Non. Du moins, pas officiellement. Les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes, et les finalités des intrigues sont relativement différentes. Si l'on peut imaginer que les scénarios entrent dans une mouvance qui colle avec l'air du temps de l'époque, ce qui expliquerait leur coïncidence, on ne peut pas nier qu'il y a quand même une forme d'inspiration. D'ailleurs, si vous lisez des articles sur le film français, vous le verrez souvent mis en corrélation avec Volte-Face. Même si la machine est sortie avant, tout le monde l'a oublié, alors que tout le monde se souvient de Volte-Face. Déjà, il y en a un des deux qui est américain, donc ça l'aide à avoir un succès international. Volte-Face, c'est un film d'action très hollywoodien qui rentre dans les classiques du genre de son époque. De son côté, quand la machine sort en 1994, c'est un véritable ovni dans la production française. D'ailleurs, le réalisateur François Dupeyron l'a réalisé dans l'optique de chambouler les codes. Et tout le monde sait que chambouler les codes, en France, surtout dans le cadre du cinéma de genre, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, ce n'est pas un gage de succès en salle. Quoi qu'il en soit, la machine, malgré tous ses défauts, a selon moi le mérite d'exister. Certes, on n'est jamais surpris par l'intrigue. Certains ressorts scénaristiques sont un peu faibles, comme une simple porte mal gardée pour sortir d'un hôpital psychiatrique. Et mis à part les deux personnages principaux et l'enfant, les personnages secondaires n'ont pas beaucoup d'intérêt dans l'intrigue. Surtout les personnages féminins, qui sont davantage des archétypes de victimes, servant à montrer la cruauté des personnages masculins. Mais je pense qu'il faut prendre en compte un certain détail. Concernant la machine, ni l'auteur-réalisateur, ni le casting, ni les producteurs n'ont été impliqués dans un thriller de science-fiction avant ce film. Et tous vivent dans un pays où ce n'est pas conventionnel de faire ce genre de film. Donc, comme il n'y a pas de classique du thriller de science-fiction français, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'inspire du modèle hollywoodien, sachant que
Bah, pour pouvoir plaire en France, il faudrait quand même garder un esprit français. De son côté, pour Volte-Face, John Woo, il a déjà 30 ans de cinéma d'action à Hong Kong derrière lui. Et Nicolas Cage, il est parfait pour ce genre de rôle parce qu'il a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait le faire. À partir de là, en France, tout reste à faire. On peut créer notre propre identité dans la science-fiction, sachant qu'on l'a déjà fait par le passé. Et un film comme La Machine, même perdu dans l'oubli, c'est une preuve que c'est possible, qu'on a de la science-fiction à raconter. C'est parti. Heureusement, La Machine n'est pas le seul film de SF français. Il y en a d'autres, et je prendrai le temps d'en parler dans de prochaines vidéos. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il existe vraiment un bon film de SF français? D'ailleurs, vous, est-ce que vous connaissez un bon film de SF français? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si comme moi, vous vous posez des questions sur les méfiances que le cinéma français entretient pour le genre, vous êtes à la bonne enseigne. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche, jeter un œil à mes précédentes vidéos, et donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouveau film de genre français.